Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Les élèves de terminale ont débuté les épreuves du bac ce lundi matin. Ils ont commencé traditionnellement par la philo, nous y reviendrons. Le marché de la Condamine a été inauguré ce vendredi. Vous découvrirez ce qu'en pensent les habitués. Le berlingot électrique de l'entreprise monégasque Venturi vient de traverser 5800 km entre le Kenya et l'Afrique du Sud. Et nous terminerons ce journal avec les 20 ans du Monte Carlo Piano Master. Le vainqueur de cette édition, le russe Miroslav Kultitchev. Les élèves de terminale ont entamé leur marathon lundi matin dès 8 h avec la première épreuve du baccalauréat, l'emblématique épreuve de philo. Plus de 700 000 candidats sont concernés en France. Combien sont-ils à Monaco et qu'est-ce qui les attend? Réponse avec Isabelle Bonal. 389 candidats se présentent au baccalauréat, mais au baccalauréat général ou baccalauréat technologique ou baccalauréat professionnel. 177 enseignants, c'est-à-dire des correcteurs, des examinateurs, vont se déplacer soit à Menton, soit à Nice pour faire passer les épreuves du baccalauréat. Pour le baccalauréat général, elle se passe au lycée Albert Ier. Pour le baccalauréat professionnel, elle se passe au lycée technique. Pour le baccalauréat technologique, elle se passe soit à Menton, à Saint-Joseph, soit à Nice, à Paul-Augier ou à Beausite. Il y a une épreuve anticipée d'histoire-géographie pour les séries S. Il y a une épreuve de sciences pour les séries L et ES. Séries sciences, c'est-à-dire SVT et physique. Les résultats, nous les aurons pour le premier groupe, premier tour, le 6 juillet. Deuxième tour, le 9 et 10 juillet. Donc les résultats finaux seront donnés le 10 juillet. C'était l'appel du bac du 18 juin, un autre appel du 18 juin des plus importants, celui du général de Gaulle. C'est le premier discours prononcé par le général à la radio de Londres sur les ondes de la BBC en 1940. Discours dans lequel il appelle à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie. Une commémoration a été célébrée ce lundi à la Maison de France. Vendredi dernier, les personnalités de la principauté étaient réunies autour du prince et de la princesse pour l'inauguration du nouveau marché de la Condamine. Qu'en pensent les habitués et quelles sont les nouveautés? Réponse dans ce reportage. Dans les halles, une vingtaine de cabines dont près de la moitié sont nouvelles avec des spécialités italiennes, du sud-ouest ou encore du pays du soleil levant avec des sushis, un bar à fruits et à soupe, des truffes, la liste est exhaustive. Les allées sont plus larges, les couleurs plus chaudes, on peut commander et s'asseoir pour consommer. Le nouveau marché a l'air de plaire. Génial, j'ai pas d'autres mots. Il a toujours été bien pour moi, mais là il est encore mieux, parce qu'il est neuf. Je vois que tous les produits, si vous les regardez, sont vraiment sélectionnés et très bien faits. Je trouve que c'est très sympathique et bien aménagé. C'est assez clair, disons. Les gens reviennent petit à petit et je pense que ça va bien marcher. Est-ce que vous avez l'Orezza au Cédra? On voit aujourd'hui que nous avons essayé de maintenir la halle, sa petite personnalité, sa petite physionomie populaire et ça plaît. Si vous vous rappelez, le précédent marché avait des aménagements plus étroits, des couloirs. Là, on a, disons, élargi et on a créé ces espaces de convivialité où on a mis du mobilier permettant à tous les commerçants de pouvoir vendre des extraits de ce qu'ils proposent et de pouvoir consommer sur place. Donc j'invite effectivement, maintenant que la halle ouvre, à ce que toute la population de Monaco vienne tester les produits et parler, s'asseoir, sourire, rigoler. Voilà. À l'extérieur, les maraîchers sont toujours en place. On peut désormais déguster des huîtres de Bretagne affinées en principauté. Le nouveau jardin pour enfants a été offert par le club allemand. Dernière nouveauté, ce banc sculpté par un artiste. Marc Nucera a utilisé un arbre du quartier qui était en train de dépérir. Une chose est sûre, nouveau marché ou pas, c'est bien de cet endroit que devraient encore partir de nombreuses conversations de la vie monégasque. Le 20 juin s'ouvrira à Rio la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20. Le prince Albert II assistera à cette conférence et à de nombreux autres événements en parallèle. Il coprésidera notamment un événement organisé par la Principauté et la Banque mondiale. Cette dernière a lancé en février à Singapour un partenariat mondial pour les océans. Le centre scientifique de Monaco en fait partie. Denis Allemand, son directeur, nous explique en quoi consiste ce partenariat.
Alors on avait commencé déjà à travailler avec la Banque mondiale à l'occasion du premier workshop sur l'économie de l'acidification des océans que nous avions organisé ici au Musée océanographique en 2010. Dans ce cadre-là, on avait essayé de réunir des économistes et des biologistes pour essayer d'estimer les implications économiques des problèmes globaux sur les océans. C'est vrai que c'est relativement nouveau. Pour nous, c'est très important, en tant que laboratoire de recherche, de pouvoir travailler avec des experts de ce type-là, car c'est nous, en fait, qui fournissons les informations, qui fournissons les observations. Et il y a souvent, en fait, un fossé entre ce qui se fait dans les laboratoires de recherche et ce qui est dit par les décideurs politiques. Donc c'est pour nous très important d'être à ce niveau-là, de pouvoir apporter nos informations, nos observations, qui peuvent être après digérées, assimilées et intégrées dans des programmes de conservation et de protection. Le reste de l'actualité, en bref, est essentiellement sportif, avec pour commencer du rugby. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'est rendue au stade de Cap d'Aille. La princesse Charlène est la marraine de l'ASM Rugby, un sport qu'elle connaît très bien. Une centaine de jeunes de 5 à 19 ans étaient présents. La princesse a d'abord regardé les entraînements, puis en toute simplicité, elle a enfilé le maillot du club pour faire quelques passes aux enfants. Toujours en bref, juste à côté, au stade Louis II, s'est tenue ce dimanche la 25e Coupe du Prince Régnier III, compétition organisée par la section tir à l'arc de la Fédération monégasque de tir. Les meilleurs archers de la région, dont certains font partie de la Fédération monégasque, ont pu s'affronter ce dimanche donc. Du côté du Monte Carlo Country Club, ce sont des tennisman qui étaient opposés à l'occasion des finales du 8e Challenge monégasque interentreprise. C'est l'équipe de la Barclays Bank qui l'a emporté 3 parties à 1 dans la catégorie élite face à la Sûreté publique. Une remise de prix en présence de la marraine, la baronne Elisabeth Anne de Massy, et de sa fille Mélanie Antoinette de Massy. Après vous avoir parlé de rugby, de tir à l'arc et de tennis, de la pétanque à présent. Pour la 2e année consécutive, l'association d'Amorepsi Monaco a organisé son concours de pétanque au Club Boulis de Monaco. Cette association monégasque regroupe des familles de malades psychiatriques stabilisés. 67 participants se sont retrouvés ce samedi autour de parties de boules, dont des membres de la MAPI. On passe à un sujet aussi bien sportif que technologique avec Mission Africa. Xavier Chevrin est parti du Kenya le 11 mai dernier à bord d'un berlingot électrique conçu par Venturi. Il est arrivé ce week-end en Afrique du Sud. 5800 km ont été parcourus, dont 600 km de pistes. 6 pays ont été traversés. L'objectif était de démontrer la fiabilité de ce véhicule électrique. Mission accomplie. Reportage. Près de 40 jours de traversée dans de grands espaces à travers une aire géographique au potentiel électrique aléatoire, c'est le premier pari tenu. Le second résidait dans la capacité de la technologie à faire face à des conditions réellement hostiles. La voiture a quand même beaucoup mangé de poussière, on a fait beaucoup de pierres, on a fait beaucoup de boue. La voiture s'est enlisée, on a eu du sable et malgré tout, il n'y a eu aucun problème au niveau électrique. Ça, c'est quand même un grand point positif pour une technologie qui devait faire ses preuves au niveau du tout-terrain. Et là, on a prouvé quand même que ça tenait bien, c'est bien. Les explications, les conférences données, mais surtout la démonstration faite sur place par le véhicule ont aussi séduit localement et même convaincu de la pertinence de la propulsion électrique. Dans les parcs nationaux, où même les responsables de ces parcs ont trouvé cette technologie adéquate à la circulation qu'on pouvait faire donc, dans ces parcs, on ne fait pas peur aux animaux, il n'y a aucune pollution sonore et aucune pollution du fait de l'odeur de l'essence ou du diesel. Et ça a été un point très positif. Les managers donc, des parcs nationaux sont très intéressés par cette technologie pour pouvoir éventuellement la développer. Le véhicule électrique comme alternative, partout et en toutes circonstances, c'est la démonstration apportée par cette mission Africa, une première mondiale pour ce mode durable de déplacement. L'entreprise monégasque Venturi se lance régulièrement des challenges tels que des épreuves de vitesse pure, d'endurance ou encore des épreuves dans des conditions extrêmes. Cette fois une première mondiale en Afrique et qui plus est en 2 roues motrices. On écoute Gildo Palanca-Pastor. Bien souvent, on positionne l'électrique comme un véhicule du futur avec ses différents challenges. On démontre véritablement que c'est aujourd'hui que ça se passe, ça marche aujourd'hui. On sait traverser l'Afrique aujourd'hui, on sait traverser l'Asie et l'Europe aujourd'hui. Le véhicule électrique est plutôt fait pour la ville, mais il est important de montrer au monde qu'on sait dès aujourd'hui fonctionner au quotidien
en véhicule électrique et qui plus est à partir d'énergie propre. Avant de mettre un véhicule électrique sur la route, on réalise des tests sur circuit, en laboratoire. Mais ce laboratoire hors norme, qui est celui d'affronter les pistes d'Afrique par exemple, amène toujours des résultats très surprenants, amène toujours des avancées et à travers l'ensemble des challenges que nous réalisons, donc des records de vitesse jusqu'à l'Antarctique, eh bien c'est chaque fois de l'innovation, c'est chaque fois également une motivation pour nos ouvriers, une motivation pour notre bureau d'études que de travailler sur des véhicules à la pointe de la technologie. Ça veut dire que vous amenez la technologie électrique plus loin pour ses usages courants? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de compétition en véhicule électrique. Il va y en avoir bientôt et on y participera, j'en suis certain. Mais il est important d'aller plus loin que l'usage quotidien si on veut faire avancer une technologie. Et donc, c'est un des exemples réussis. Et c'est vrai une très grande satisfaction de voir qu'ils ont pu traverser tout seuls, sans pièces de rechange, traverser comme ça l'Afrique. C'est insensé. Et ils l'ont fait sans aucune même compétence sur le sujet. Ce n'était pas deux ingénieurs, hein. Véritablement, c'était un caméraman et c'est vrai, un passionné d'aventure qu'est Xavier. C'est allé très vite, quelque part, cette mission africaine. Donc oui, c'est une satisfaction. C'est toujours une surprise parce qu'on suit le périple de Xavier en véhicule électrique et puis tout d'un coup, ça y est, ils sont arrivés, tout s'est bien passé et pour toute notre équipe, c'est vrai que c'est une belle satisfaction, une belle reconnaissance aussi pour le matériel et l'ingénierie qui est derrière ce véhicule. Les Monte Carlo Piano Masters fêtaient leurs 20 ans en fin de semaine dernière. 2 candidats étaient en concurrence lors des finales de vendredi dans la salle Garnier. Un Français et un Russe. Ils étaient accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Et le grand gagnant, Miroslav Kultichev. Vous l'avez compris, c'est le Russe qui l'a emporté. Retour sur cette soirée avec Marion Calvira. Vendredi soir, l'opéra a vibré sous les notes solennelles des finalistes du Monte Carlo Piano Masters. La puissance technique du 3e concerto de Rachmaninov, interprété par le pianiste russe Miroslav Kultichev, a eu raison de l'interprétation poétique du premier concerto de Brahms, joué par le français François Damien. Miroslav Kultichev remporte donc la difficile compétition réservée aux finalistes des grands concours internationaux. Il s'est vu remettre le prestigieux prix Régnier III pour un montant de 30 000 € par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cette récompense comprend de nombreux engagements de concert en France, mais également à l'étranger. J'ai essayé de prendre le plus de plaisir possible dans cette salle magnifique, dès le début des épreuves, sans trop penser aux enjeux. Tous les concours ouvrent des portes. J'espère bien sûr obtenir de nombreuses dates de concerts grâce à cette victoire. La compétition était présentée par Alain Duhaut. Le jury, présidé par Jean-Marie Fournier, était composé de professionnels et de lauréats des précédentes éditions. En même temps, il a une technique foudroyante, il comprend, ce sont des œuvres qu'il a jouées 100 fois. Là aussi, il y a un désavantage pour le français, c'est qu'il a moins joué son concerto que ce que le russe qui est dans la carrière, qui a travaillé depuis 15 ans ce concerto et qui l'a joué et répété sur presque toutes les scènes du monde. Un jury de candides représentant le vote du public comprenait de nombreuses personnalités, parmi lesquelles figuraient Madame Roselyne Bachelot, Brigitte Fossé, Patrick de Carolis, Alain Duhamel ou encore Patrick Poivre d'Arvor. Le vote du candide ne comptait cependant que pour une seule voix. Le choix de l'œuvre de Rachmaninov emporte l'adhésion naturelle parce que ça donne la chair de poule et que lui, il vit cette musique-là. Le français joue d'une manière extrêmement délicate avec beaucoup de velouté. Brahms, mais j'ai tendance à penser que Brahms n'est pas une œuvre de concours final. Voilà, c'est pas une œuvre de finale parce que je pense qu'on aurait choisi, je sais pas, Beethoven, ça aurait été certainement plus facile pour lui. Bien sûr, le Russe a choisi une pièce Rachmaninov qui est très extériorisée, très favorable au public. L'autre, Brahms, est plus intériorisé et c'est plus difficile parfois à comprendre. Mais bien sûr, très bien pour le Russe, mais je trouve que les deux étaient au même niveau, formidable.
2013 marquera l'édition des Monte Carlo Violon Masters, puis 2014 sera l'année réservée aux Voice Masters. Il faudra donc attendre 2015 pour connaître le prochain lauréat de l'un des concours de piano les plus élitistes au monde. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité du jour. On passe tout de suite à la météo. Mardi, un large soleil, très peu de nuages et de la chaleur. Il fera de 22 à 27 degrés. Mercredi, un peu plus de nuages dans la matinée, un soleil dominant le reste de la journée de 23 à 27 degrés. Jeudi, un temps à peu près identique de 23 à 26 degrés. Et enfin vendredi, un temps sec et ensoleillé en avance sur le calendrier. Il fera de 22 degrés le matin à 27 au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.